Je vais vous parler aujourd'hui de la thérapie ciblée dans l'asthme sévère. Donc, finalement, quand on est devant un asthme difficile, on va vérifier la technique d'inhalation, l'adhérence, on va éliminer les diagnostics différentiels et confirmer le diagnostic, on va évaluer et prendre en charge et les comorbidités et les facteurs de risque. On va faire par la suite un step-up, idéalement dans un contexte multidisciplinaire. Et si l'asthme reste non contrôlé malgré tout ça, l'idéal, c'est d'adresser le patient à un centre de traitement de l'asthme sévère et, à défaut, on va l'adresser à un médecin spécialiste dans l'asthme sévère. Le diagnostic d'asthme sévère, c'est un diagnostic qui est rétrospectif chez un malade qui a nécessité, dans l'année précédente, une forte charge thérapeutique qui comporte au moins une corticothérapie fortement dosée associée à des LABA ou qui a nécessité au moins 6 mois de corticothérapie par voie orale pour être contrôlé ou non. Et cette réponse variable au traitement traduit l'hétérogénéité de cette maladie qui est en fait un syndrome caractérisé par des symptômes, des exacerbations, un trouble ventilatoire obstructif, mais qui correspond en fait à de nombreux phénotypes, c'est-à-dire des caractéristiques observées de la maladie, qu'elles soient cliniques, fonctionnelles ou biologiques. Et ces phénotypes sont secondaires à des mécanismes physiopathologiques divers qu'on appelle endotypes. L'asthme sévère, ce n'est que 3,7% de l'ensemble des asthmes, mais ça représente 50% du coût total des soins pour asthme. Il est responsable d'exacerbations sévères et de décès. Jusqu'à il y a quelques années, on avait très peu d'options thérapeutiques et on est obligé de donner des corticoïdes fortement dosés associés à des corticoïdes oraux. Ces traitements marchent parce qu'il n'y a pas de réelle corticorésistance, mais c'est des malades qui ont besoin d'une forte charge thérapeutique pour répondre. Et comme ces corticoïdes donnent beaucoup d'effets indésirables, ça a poussé à rechercher d'autres alternatives thérapeutiques pour cibler les médiateurs de la réaction inflammatoire et éviter cette corticothérapie et ses effets indésirables. Et sur le plan inflammatoire, l'asthme est aussi extrêmement hétérogène. Dans la moitié des cas uniquement, il est éosinophile et cette hyperéosinophilie peut être d'origine allergique ou non allergique. Dans les autres cas, il peut être médié par les neutrophiles. On peut avoir une inflammation mixte où les polynucléaires éosinophiles et neutrophiles vont intervenir, comme on peut avoir une inflammation qui est poussigranulocitaire, où on a peu de cellules inflammatoires. Et les thérapies ciblées qui ont été développées jusque-là intéressent l'asthme éosinophilique. Et dans cet asthme éosinophilique, on a deux grandes étiologies. On a l'asthme allergique qui débute généralement à l'âge jeune, qui est rarement sévère. Il n'est sévère que dans 10 à 15% des cas. Et on a d'un autre côté l'asthme qu'on appelle communément intrinsèque parce qu'il est éosinophilique, mais il n'est pas allergique et qui commence généralement à l'âge adulte et il est généralement résistant au traitement. Alors, quand on regarde la réaction inflammatoire allergique, c'est initié par des allergènes qui vont rentrer en contact avec la cellule dendritique. Cette cellule va le digérer et le présenter au lymphocyte Th2. Et cette activation des Th2 va être à l'origine de la libération de nombreux médiateurs, particulièrement l'IL4 et l'IL13, qui sont responsables de l'activation du lymphocyte B et de la sécrétion d'IgE. Ces IgE se fixent sur les mastocytes et par la suite, le contact avec l'allergène va faire un bondage avec une dégranulation des mastocytes. Le Th2 va sécréter aussi de l'IL5 qui va stimuler l'éosinophile et aboutir à la libération de médiateurs qui sont toxiques, responsables de la réaction allergique tardive. On a aussi une libération d'IL13 et l'IL13, en plus de son rôle dans l'activation du lymphocyte B, elle va être responsable de lésions de remodelage, de sécrétion de mucus, d'épaississement de la paroi épithéliale et de la sécrétion de NO par les cellules épithéliales. Par contre, dans l'inflammation éosinophilique non allergique, la réaction inflammatoire va être plutôt initiée et par des microbes et par des polluants. Et alors, ces agents vont entraîner des lésions de l'épithélium et chez des personnes qui sont prédisposées, il va y avoir une libération de ce qu'on appelle des alarmines par l'épithélium de type IL25, IL33 et TSLP.
Et ces alarmines vont stimuler les cellules lymphoïdes innées, avec par conséquent une sécrétion d'IL-5 qui va activer les éosinophiles et aussi de l'IL-13 qui va activer les différentes cellules cibles. Et donc, les thérapies ciblées vont cibler ces différents médiateurs de la réaction inflammatoire et ceux qui ont été développés et qui ont eu l'AMM jusque-là, c'est ceux qui inhibent l'IgE, ceux qui inhibent l'IL-5 ou son récepteur et plus récemment ceux qui inhibent le récepteur de l'IL-4. Et pour approcher un peu le phénotype inflammatoire ou l'hondotype inflammatoire, on a besoin de biomarqueurs qui vont être plus ou moins fiables selon le type de l'inflammation. Or, quand on traite un asthme, nous avons comme objectif de contrôler le symptôme et de réduire les facteurs de risque et d'exacerbation et de déclin de la fonction respiratoire et d'effets indésirables du traitement, notamment en termes d'épargne cortisonique. Et vous allez voir que dans toutes les études qui vont suivre, les principaux critères de jugement, les critères primaires, vont être les exacerbations sur leurs conséquences importantes et vont être l'épargne cortisonique parce que en ce qui concerne les symptômes, on n'a pas de score gold standard et en ce qui concerne la fonction respiratoire, il y a une variabilité intra-individuelle qui altère un peu, qui gêne un peu l'interprétation des données. Or, la première thérapie ciblée qui a été fabriquée, c'est les anti-IgE ou le mépolizumab. Alors, le mépolizumab, il va se lier aux IgE sériques circulantes, ce qui va empêcher leur fixation sur les cellules effectrices. Et les cellules effectrices, c'est à la fois les mastocytes, mais aussi les cellules dendritiques. Et donc, il va pouvoir bloquer la réaction inflammatoire et immédiate et tardive. Et ça a été prouvé dans les études de preuve de concept où on a démontré la baisse des éosinophiles en plus de l'action sur les mastocytes. Alors, la plus grande étude qui a testé l'effet de l'omalizumab spécifiquement dans la population d'asthme sévère a été publiée en 2011. Elle a comporté 850 patients et le traitement a été donné avec une formule qui dépend à la fois du taux d'IgE et du poids. Et cette étude a démontré que le omalizumab s'associe à une réduction significative des exacerbations qu'on appelle significatives, ça veut dire des exacerbations qui nécessitent au moins un traitement par corticothérapie orale pendant 3 jours. En ce qui concerne l'épargne cortisonique, cet effet n'a pas été démontré dans les études randomisées contrôlées. Par contre, on a une grande étude observationnelle de cohorte qui a duré 2 ans, qui a inclus plus que 900 patients et qui confirme cet effet d'épargne cortisonique. Sur les symptômes, il y a eu 4 études, dont 2 uniquement montrent un effet positif et sur ces 2, on a uniquement une étude qui montre une différence significative et sur le plan statistique et sur le plan clinique. La même chose pour le VMS, on a une amélioration mais qui n'atteint pas le seuil de significativité clinique. Alors, on a recherché aussi des facteurs prédictifs de bonne réponse à ce médicament. Et il s'avère qu'il n'existe pas de facteurs prédictifs cliniques. Par contre, il y a des facteurs prédictifs biologiques, notamment l'élévation des polynucléaires éosinophiles de plus que 260 et l'augmentation du FeNO, c'est-à-dire une activation plus importante de la voie TH2 et associée à une meilleure réponse clinique. Et actuellement, les critères d'éligibilité à ce traitement, c'est l'âge de plus de 6 ans. Il est efficace uniquement dans l'asthme éosinophilique de type allergique, donc on doit avoir une sensibilisation à un allergène de type pérannuel qui est confirmée par les tests cutanés ou par le dosage des IgE spécifiques, des IgE totales qui sont élevées et des exacerbations dans l'année précédente, tout en sachant qu'en ce qui concerne le taux d'IgE et le nombre d'exacerbations, les critères peuvent être variables selon les pays.
Alors, la deuxième famille de thérapies ciblées, c'est les anti-IL-5. Et l'IL-5, c'est une interleukine clé dans la réaction inflammatoire éosinophilique. Elle est responsable et de la maturation, et du recrutement, et de la différenciation, et de l'activation, et de la survie des éosinophiles. Et on a deux grandes sous-familles, ceux qui vont bloquer directement l'IL-5 et ceux qui vont agir sur les récepteurs au niveau des éosinophiles pour bloquer l'action et inhiber la fixation de l'IL-5. Le biomarqueur, c'est bien sûr les éosinophiles. Idéalement, on devrait se baser sur l'éosinophilie bronchique par lavage ou par expectoration, mais vu les difficultés en pratique clinique, on va se baser sur l'éosinophilie sanguine, où on a démontré qu'elle est corrélée à l'éosinophilie bronchique. Alors, le premier anti-IL-5 qui a été développé, c'est le mépolizumab. Et le mépolizumab a fait l'objet de deux grandes études randomisées contrôlées. La première étude a été publiée dans le New England en 2014. Elle a comporté 576 patients. Les critères d'inclusion étaient un asthme sévère avec au moins 2 exacerbations significatives et une hyperéosinophilie avec un seuil à 150. Le mépolizumab a été donné soit par voie intraveineuse, soit par voie sous-cutanée, et les résultats montrent qu'on a un effet significatif sur la réduction des exacerbations de l'ordre de 53%, et cette étude a montré aussi que la voie sous-cutanée fait mieux que la voie intraveineuse, avec notamment en ce qui concerne les exacerbations sévères qui nécessitent le recours aux urgences ou l'hospitalisation, une réduction de l'ordre de 61%. Il y a eu la deuxième étude, cette fois-ci, qui a pour objectif primaire d'étudier l'effet sur l'épargne cortisonique avec une inclusion selon les mêmes critères. Et cette étude donne aussi des résultats positifs avec une réduction médiane de la dose de corticoïdes oraux de 50% versus 0% dans le placebo. Et cette réduction des corticoïdes était parallèle à une réduction des exacerbations de l'ordre de 32%. Le deuxième médicament qui a été fabriqué, c'est le reslizumab. Et là, on a deux études dupliquées avec 953 patients pendant 52 semaines avec un asthme sévère et cette fois-ci, le seuil de PNE est plus important à 400. Le reslizumab est donné avec une dose qui dépend du poids et par voie intraveineuse toutes les 4 semaines. Et là aussi, on a des résultats positifs, à peu près la même chose que le mépolizumab avec une réduction de 54%. Le dernier médicament des anti-IL-5, c'est le benralizumab. Et le benralizumab, il ne va pas agir sur l'IL-5, mais il va agir plutôt en inhibant la sous-unité alpha du récepteur de l'IL-5. Par conséquent, il a une action qui serait plus puissante parce qu'il va entraîner une apoptose des éosinophiles et dans les études de phase 1 et de phase 2, on a une déplétion quasi complète en éosinophiles qui apparaît dès les premiers jours et cette déplétion en éosinophiles, on l'observe aussi dans les études cliniques de phase 3 dès la 4e semaine. Alors, là aussi, on a trois grandes études cliniques. La première est publiée dans le Lancet en 2016. C'est plus que 1300 patients ayant un asthme sévère, plus que 2 exacerbations. Le seuil pris ici, c'est 300 éosinophiles et le benralizumab a été donné avec une dose fixe de 30 mg, soit toutes les 4 semaines, soit tous les 2 mois. Et les résultats montrent qu'on a une réduction significative des exacerbations de l'ordre de 28 à 36%. La deuxième étude a été publiée dans la même revue, la même année et le même numéro. Elle était faite en parallèle avec la première et là aussi, elle démontre une diminution significative des exacerbations de l'ordre de 51% et elle prouve en plus que le protocole d'administration tous les 2 mois est meilleur que le protocole d'administration tous les mois, ce qui a des conséquences pour la pratique et facilite les modalités thérapeutiques. La troisième étude avait pour objectif primaire l'étude de l'effet d'épargne cortisonique. Et là aussi, on a un résultat positif avec une réduction médiane de la dose de corticothérapie orale dans 75% des cas, qui était là aussi concomitante à une réduction des exacerbations de l'ordre de 54% dans le protocole de 4 semaines et de l'ordre de 70% dans le protocole de 8 semaines.
Alors, comme on a une déplétion importante en éosinophiles, on a craint une toxicité qui est plus importante, notamment en termes d'effets indésirables infectieux et surtout d'infections parasitaires. Et c'est pourquoi on a fait cette étude BORA de phase 3 qui vient d'être publiée et qui est en fait une étude d'extension des deux études précédentes. On a pris les mêmes malades, mais on les a suivis pendant 2 ans et cette étude confirme le profil d'innocuité et de tolérance de ce médicament. Alors, en ce qui concerne l'effet de ces anti-IL-5 sur les symptômes, on a une amélioration qui est significative sur le plan statistique, mais qui n'est pas significative sur le plan clinique. On a aussi une amélioration du VMS qui est de l'ordre de 100 pour le mépolizumab, de 270 pour le rislizumab et entre 100 et 160 pour le benralizumab. Alors, les critères prédictifs de réponse, là, on a des critères cliniques, c'est les exacerbations fréquentes, et plus on a des exacerbations, et mieux on va répondre à ce traitement. Le degré d'hyperiosinophilie aussi est un facteur hautement prédictif de la réponse à ce traitement. Les autres facteurs qui sont moins prédictifs, c'est la polypose nasosinusienne, l'âge de plus de 40 ans, et les malades qui prennent une corticothérapie orale au long cours, et ces trois facteurs sont habituellement associés à une faible réponse aux corticoïdes. Or, les critères d'éligibilité actuels, c'est l'âge de plus que 12 ou 18 ans selon les médicaments, l'existence d'exacerbations dans l'année précédente et l'hyperiosinophilie. Et là aussi, les critères en termes de nombre d'exacerbations et en termes du taux d'éosinophiles peuvent varier d'un critère d'un pays à un autre. Et le dernier né des thérapies ciblées, c'est le dupilumab, qui est en fait un anti-récepteur de l'IL-4 et qui va bloquer les voies de signalisation de l'IL-4 et de l'IL-13. Et donc, c'est un médicament qui va pouvoir être prescrit dans l'asthme eosinophilique, qu'il soit allergique ou non allergique. C'est un médicament qui est déjà là même dans la dermatite atopique modérée à sévère. On a démontré aussi l'efficacité dans la polypose nasale et qui vient d'avoir son AMM en Amérique et qui vient d'être approuvé par l'Agence européenne des médicaments. Donc, il aura très bientôt son AMM en Europe. Alors là aussi, on a deux grandes études. La première a pour objectif les exacerbations et le VMS. Elle vient d'être publiée dans le New England en 2018, fin 2018. C'est une étude qui a comporté un très grand nombre de malades, 1900 malades ayant un asthme sévère et qui ont fait au moins une exacerbation dans l'année précédente. Le dupilumab a été administré selon 2 doses toutes les 2 semaines en sous-cutané. Et là, on a des effets positifs et sur la réduction des exacerbations de l'ordre de 47,7% et sur le VMS avec une amélioration très importante quand même de 320 millilitres. Alors, ce médicament s'associe à une hyperiosinophilie de l'ordre de 4,1% versus 0,6% dans le groupe placebo. Et cette hyperiosinophilie serait liée au fait que ce médicament bloque la migration tissulaire et l'adhésion des éosinophiles au niveau de la paroi vasculaire. Alors, la deuxième étude a testé l'effet en termes d'épargne cortisonique selon les mêmes critères d'inclusion, mais c'est des malades bien sûr qui sont sous corticothérapie orale. Et là aussi, on a des résultats positifs avec une réduction des doses de corticothérapie orale chez 70% des patients, une réduction médiane de la dose de corticothérapie orale de l'ordre de 80% avec un arrêt total de la corticothérapie chez presque la moitié des malades. Et ceci de façon concomitante à une réduction significative des exacerbations de l'ordre de 60% et à une amélioration du VMS de l'ordre de 220 millilitres. Alors, les facteurs qui sont hautement prédictifs de réponse à ce médicament, c'est l'hyperiosinophilie de plus que 300 et c'est le FeNO qui dépasse 25. Par contre, en ce qui concerne les exacerbations, c'est vrai que plus les exacerbations sont importantes, plus on fait mieux avec ce médicament, mais même les malades qui font au moins une exacerbation, qui font
plutôt une seule exacerbation vont bien répondre à ce traitement. Et les critères d'éligibilité actuels, c'est l'âge de plus de 12 ans, les exacerbations et les marqueurs élevés de l'inflammation de type TH2, c'est-à-dire l'hyperiosinophilie de plus que 300 ou le FeNO supérieur à 25. Donc, pour conclure, je dirais que la thérapie ciblée, c'est une grande avancée dans le traitement de l'asthme sévère. Son efficacité et son innocuité sont démontrées par des études d'une excellente méthodologie. C'est des études randomisées contrôlées qui ont inclus un très grand nombre de malades et par conséquent, on a des niveaux d'évidence modérés à élevés. Ça permet de réduire les exacerbations sévères de moitié. Ça permet un effet d'épargne cortisonique. C'est ce qui fait que ces études ont pu être publiées dans des revues qui sont prestigieuses et c'est ce qui fait que ces médicaments sont rapidement adoptés par les recommandations. Sauf que ces médicaments font beaucoup de bien dans les groupes traités, mais on a aussi dans toutes ces études des effets qui sont très positifs dans le groupe placebo. Si on prend par exemple le cas du mépolizumab, on a un arrêt total des corticoïdes oraux dans 8% des cas, avec une différence qui n'est pas du tout significative avec le groupe médicament. Pour le benralizumab, on a une baisse qui est très significative des exacerbations, qui passe de 2,7 à 0,93, avec une réduction médiane de la corticothérapie orale. C'est vrai qu'elle est plus basse que celle du groupe médicament, mais on la voit dans 25% des cas, ce qui n'est pas du tout négligeable. La même chose pour le dupilumab, on a une réduction médiane de la dose de corticoïdes chez 50% des patients, avec un arrêt total des médicaments chez le quart des patients qui reçoivent le placebo, une amélioration significative du VMS de l'ordre de 180 millilitres. Et cet effet dans le groupe placebo, c'est ce qu'on appelle le trial effect ou l'effet de l'étude ou de l'essai, dans le sens où ces malades, quand ils sont inclus dans des études cliniques, quand ils sont bien suivis, quand on leur dispense le médicament de façon gratuite, et ben même avec ces deux mesures, sans faire de prise en charge encore plus optimale, ces malades s'améliorent sur le plan clinique et fonctionnel respiratoire. Et là, je vous rapporte une étude qui vient d'être publiée il y a quelques jours dans l'IRJ et qui a fait une revue systématique de la littérature sur les médicaments qui sont associés aux corticoïdes là-bas dans l'asthme sévère. Et sur 87 études, on se rend compte que 20 études uniquement se sont intéressées à évaluer l'adhérence thérapeutique avant d'inclure les malades dans les essais cliniques. Et parmi ces 20 études, il y a 11 qui se sont basées sur des évaluations qui sont semi-subjectives, c'est-à-dire des agendas électroniques, et 8 qui se sont basées sur des tests subjectifs, notamment des questionnaires. Et aucune étude ne s'est basée sur une méthode objective, c'est-à-dire l'utilisation de l'équivalent d'une carte mémoire qu'on incorpore dans le dispositif d'inhalation et on va avoir par la suite toutes les données sur les dates et les horaires du traitement. Et 3 études seulement se sont intéressées aussi à étudier la technique d'inhalation. Et c'est ce qui fait dans toutes ces études, on a inclus à tort des asthmes qu'on a considérés comme sévères. Et sur le plan pratique, cette absence d'optimisation de la prise en charge est responsable de surprescription et d'un coût élevé de la prise en charge. Et sur le plan essai clinique, ça fait perdre la puissance de l'étude parce que dans une étude où on a un effet du placebo qui est assez important, on est obligé d'inclure un grand nombre de malades pour prouver ces différences entre les deux groupes placebo et groupes médicaments. C'est ce qui fait que les études ont un coût élevé et c'est ce qui fait que le prix de ces biothérapies sont élevés parce que le prix d'un médicament dépend largement du prix de la recherche. Et donc, je conclurai, moi, différemment pour dire la thérapie ciblée, c'est une bonne chose dans le traitement de l'asthme, mais encore mieux, la prise en charge personnalisée, ciblée sur les besoins et les attentes du patient, une prise en charge qui devrait être faite idéalement dans un centre de traitement d'asthme sévère, incluant une équipe multidisciplinaire, où on va avoir le médecin spécialisé dans l'asthme sévère, le gastrologue, l'ORL et autres médecins spécialistes, le psychologue, le physiothérapeute, l'orthophoniste, l'éducateur, le spécialiste en environnement intérieur et l'assistant social avant d'arriver à ces médicaments qui coûtent cher, qui ne sont pas disponibles dans notre pays et où on n'a pas encore assez de recul.
Merci.